Janvier 2024, Sean Diddy Combs apparaît dans cette vidéo sur les réseaux sociaux avec ses deux fils tout heureux. Il se fait beau en prononçant des mots à l'endroit de ses fans, amis, collègues de l'industrie. Il souhaite à tous une année de paix, une année d'amour et de succès. Le regard serein, le sourire assuré, ça se voit que tout semblait aller encore bien dans sa vie. Mais ce qu'il ignorait certainement à ce moment précis, c'est que l'année 2024 qui commençait allait être l'année la plus brutale de sa vie. Celle où son image allait se fissurer, celle où son empire allait trembler. Et la justice, longtemps habituée à lui rendre des petites visites, allait cette fois-ci passer un très long séjour avec lui. Tout part d'une plainte, puis une seconde, puis une cascade dont la première fut signée par Cassie Ventura, une chanteuse bien connue et ex-compagne de Diddy. Plusieurs partenaires d'affaires vont sur le coup se retirer, ainsi que de nombreuses marques avec lesquelles il collaborait depuis des années. Et au milieu de ces accusations, il y a une vidéo qui viendra effacer tout ce qui pouvait encore s'aimer le doute dans cette affaire. Il s'agit d'une scène de violence inimaginable de la part de l'homme qui aime bien se faire passer pour un défenseur de l'amour. Des images prises par une caméra d'hôtel où on le voit frapper la fameuse Cassie Ventura avec une brutalité glaçante comme s'ils étaient dans un combat pour une ceinture à l'UFC. Face à ça, plus besoin de mots. Les images vont circuler et la question que tout le monde va naturellement se poser, c'est de savoir si le roi est en train de tomber pour de vrai. Pour mesurer l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord comprendre ce qu'avait réellement Didi entre les mains avant cette descente aux enfers. À cet effet, ce qui va réellement nous intéresser dans cette vidéo, c'est l'impact de ce procès sur son empire. Oui, l'agent Didi en a eu besoin et en aura encore besoin jusqu'au bout de ses péripéties. Surtout dans un pays comme les États-Unis, où la justice est souvent perçue comme un business, avant même d'être un instrument de défense sociale. Bon, il serait inutile de retracer toute sa carrière, sa jeunesse dans le Bronx, son ascension avec la détection de gros noms du rap et du R&B. Il existe déjà des tonnes de vidéos YouTube qui l'ont fait, justement parce que Didi, dès son entrée dans le monde du showbiz à l'aube des années 90, il a toujours su faire parler de lui en bâtissant un patrimoine tentaculaire, un écosystème où chaque branche allant de la musique au spiritueux, à la mode, aux médias, même à la tech pour ne citer que ça, servait à alimenter les autres pour devenir toujours plus grand, et où chaque dollar généré aussitôt était repositionné pour maximiser l'effet des leviers. Bad Boy Records, son premier bébé, fondé en 1992, c'est en quelque sorte la fondation de son empire. C'est le label légendaire avec un catalogue d'artistes emblématiques tels que Biggie, Faith Evans, Mace, le boys band 112 et j'en passe. Ce label lui a rapporté des millions de dollars via des redevances et des placements. En 1997, lui-même décide de devenir rappeur et sort son premier album, No Way Out, qui sera un phénomène mondial et s'écoulera à plus de 7 millions d'exemplaires. Au-delà de ce succès commercial, cette nouvelle casquette de MC lui permettra de faire briller tout ce qui va toucher par la suite. À son apogée, à la fin des années 1990 et le début des années 2000, le label générait près de 100 millions de dollars par an et comme s'offre même l'un des plus gros chèques d'avance jamais vus à l'époque, 55 millions de dollars en 1998, cet argent est perçu par Didi dans la renégociation du contrat de Bad Boys avec Arista qui était à l'époque le distributeur mondial des œuvres du label. Et plutôt que de toucher uniquement ses royalties, Didi obtient un paiement colossal destiné à sécuriser le catalogue du label et garantir la sortie de futurs albums sur Arista. Et plus tard, en 2001, il récupère le contrôle intégral du catalogue de Bad Boy. Ainsi, il redevient 100% maître de ce qu'il a créé. Il lancera Sean John en 1998, une marque de streetwear premium qui deviendra incontournable dans les grands magasins américains. En quelques années, la marque atteint plus de 200 millions de dollars de ventes annuelles et lui vaut même en 2004 le titre de designer de l'année lors des prestigieux CFDA Awards. Son image de créateur de tendance à la croisée de la mode et du hip-hop devient un atout commercial puissant, de quoi lui donner des ailes pour élargir Sean John aux parfums et autres accessoires. En 2007, il achète la marque Eunice via Sean John Clothing pour 20 millions de dollars. Le but pour lui était de proposer des produits plus captivants pour les jeunes, des produits plus streetwear purs que Sean John qui se voulait plus premium. Avec cette diversité, il atteint le sommet de sa carrière dans la mode, avec des ventes qui se comptabilisent à plus de 500 millions de dollars annuels au pic de Sean John.
Quelques années plus tard, il vend 90% de la marque pour 70 millions de dollars à JBJ. Ce géant fera malheureusement faillite en 2021 et Didi en profitera pour acheter Sean John pour seulement 7,6 millions de dollars. Mais c'est en 2007 que Didi fait un virage décisif. Il entre dans le secteur des spiritueux avec son entreprise Coms Wine & Spirit. Il signe un contrat avec Diageo pour relancer Siror Vodka en devenant comme ça son visage et surtout en négociant un contrat unique lui permettant de toucher 50% des profits. C'est un pari risqué mais qui s'avère monumental. En quelques années, les ventes de Siror Vodka sont multipliées par 40, passant d'environ 50 000 caisses par an à près de 2 millions. Résultat, des dizaines de millions de dollars de revenus annuels pour Coms. Fort de ce succès, il s'associe de nouveau à Diageo en 2014 pour acquérir cette fois-ci DeLeón Tequila à part égale. Une fois de plus, le succès est au rendez-vous. Sur 15 ans de collaboration, ces deux marques ont généré près d'1 milliard de dollars cumulés. Pendant qu'il excelle dans les spiritueux, il étend davantage son influence dans la pop culture. En s'intéressant aux médias, en 2013, il lance Revolt Television, une chaîne musicale et culturelle destinée à célébrer la culture afro-américaine. Revolt Television devient rapidement une plateforme de promotion pour ses autres projets, une vitrine pour sa propre image. En 2015, il va aussi s'aventurer dans les eaux vitaminées en cofondant Aquahydrate avec Mark Welbeck. Le produit séduit, les ventes suivent et en 2019, il revend l'entreprise à Alkaline 88 qui est un acteur bien plus grand dans ce secteur. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de chiffres officiels de ce deal. En tant que bon mania des affaires, aussi guidé par l'envie de positionner son empire à l'échelle mondiale, il prend la décision de tout restructurer son groupe à l'aube des années 2020. Désormais, ça ne sera plus le nom Coms Enterprise, une appellation qui commençait à devenir trop centrée sur sa propre personne à son goût. Il fait un branding plus corporate et détaché de sa seule personne, pour paraître comme un conglomérat plus international pouvant exister sans avoir besoin de son image. Là où Coms Enterprise était axé uniquement sur ses piliers historiques tels que Bad Boys Records, Sean John, Eunice, Coms Wine & Spirit et autres, Coms Global qui est le nouveau nom de son conglomérat, en plus de faire pareil, met également en avant les nouveaux domaines comme les startups dans lesquels il investit, y compris ses accomplissements à impact social. On peut citer entre autres The New List, un annuaire des entreprises pour noirs, Empower Global, une marketplace dédiée uniquement aux afro-descendants, Our Future, un programme pour rédiger les aides publiques vers les petites entreprises pour des noirs américains, Capital Preparatory Schools, un réseau d'écoles fondé dans le Bronx pour offrir une éducation d'élite aux enfants défavorisés, et même un ticket minoritaire dans le rachat de X par Elon Musk. Une info rendue publique par les médias TMZ et MEAWW dans une liste affirmant que Didi aurait mis 10 millions de dollars dans cette opération. Toutefois, ce montant n'a jamais été confirmé publiquement par le concerné. Il reste donc une information à prendre avec prudence. Didi affirme souvent dans ses interviews que son succès est aussi un combat, celui de montrer qu'un homme noir parti de rien peut bâtir un empire et inspirer toute une génération. Mais sauf que cette même fortune qui a permis à Didi d'être tant respecté, c'est aussi celle qui a financé les jets, les fêtes, les voyages, les chambres d'hôtel pour les escortes. Bref, l'argent était le carburant de toutes les déviances dont il paye le prix aujourd'hui. Ce qu'il avait construit pour durer et perdurer s'est vu fondre comme la neige au soleil à la suite de son procès, vu qu'il s'en est énormément servi pour peut-être éviter le pire. Face aux accusations, Didi n'a pas hésité un seul instant à mobiliser l'arsenal de son immense patrimoine pour étouffer les enquêtes. D'emblée, l'exemple le plus flagrant est celui de Cassie Ventura. Selon les témoignages, l'ex-compagne a exigé 30 millions de dollars pour être dédommagée, négociant finalement un contrat à 20 millions de dollars pour clore son procès civil hors des tribunaux. Des rumeurs ont fait état d'arrangements similaires offerts à plusieurs autres femmes, attirant comme ça peu à peu l'attention du gouvernement, faisant ainsi passer cette histoire à un autre niveau, au point où elle deviendra une affaire pénale. Et là, plus question d'arrangement à l'amiable entre le fameux accusé et les plaignantes, ou plutôt les plaignants, puisqu'il y avait aussi un homme parmi. Face à cette ampleur, il n'allait pas pouvoir s'en sortir juste en soignant sa communication. Il lui fallait des actions lourdes et solides. Il engage une force d'avocats d'élite venus de plusieurs firmes new-yorkaises, spécialisées en criminalité financière, défense des célébrités et droits civils. Parmi eux, Brian Steele, connu pour sa défense de Young Talk, un véritable expert en affaires RICO. Xavier Donaldson,
avocat afro-américain très respecté et habitué des cours fédérales. Marc Agnifilo, ancien procureur militaire, expert en justice fédérale. Denis Giragos, qui est la fille de Marc Giragos, une redoutable en litige très complexe. Voilà grosso modo les têtes d'affiche de son équipe de défense. Une équipe qui ne se rémunère pas en cacahuètes d'ailleurs. Pour preuve, l'estimation des frais juridiques cumulés entre novembre 2023 et juillet 2025 sont entre 12 et 18 millions de dollars. Il faut le rappeler, cette somme ne couvre que les frais d'avocat. À ça s'ajoute le reste de l'appareil défensif difficilement estimable. Cette logique de défense par les moyens financiers n'a rien de nouveau. On retrouve la même démarche chez d'autres barons ternis. Ce fut le cas dans l'affaire Harvey Weinstein, Donald Trump, avant sa réélection à la tête des États-Unis lors de ses différents procès. Mais de grosses sommes d'argent injectées dans une affaire judiciaire, et qui plus est une affaire pénale pour une célébrité de la carrure de Didi, sous-entend déjà moins de contrats. Et moins de contrats rime avec portefeuille qui s'amaigrit. Et oui, peu importe l'angle sous lequel nous prenons cette histoire, comme je l'ai tantôt dit, l'argent est en quelque sorte l'épicentre de ces séismes. Il faut le rappeler, depuis 2022 déjà, il était en procès contre Diageo. Il accusait la marque de gestion raciste et d'avoir saboté ses intérêts commerciaux. Diageo, de son côté, dénonçait les exigences contractuelles démesurées de la part des Combs et son comportement jugé instable. Un litige qui aurait pu se solder de façon moins triste. Mais quand les premières accusations judiciaires liées aux affaires de mœurs sont tombées en 2023, Diageo a immédiatement rompu le contrat. Il va néanmoins accepter un accord confidentiel en cédant ses parts. Une petite victoire juridique à la surface, mais un désastre stratégique sur le long terme. D'ailleurs, plusieurs langues émettent l'hypothèse comme quoi ce qui lui arrive serait un coup monté par Diageo pour l'écarter, au point que même son pire ennemi 50 Cent, qui a récemment sorti un documentaire sur lui, partage également cet avis, même si en réalité il se réjouit bien de la situation de Didi. Et il n'y a qu'à voir les nombreuses piques qu'il lance depuis des années à son encontre. Après Diageo, comme un effet domino, ça ne va pas s'arrêter juste là. Plusieurs autres partenariats et contrats vont voler en éclats. À l'instar de Revolt TV qui, le 4 juin 2024, annonce que 100% des actions détenues par Sean Combs ont été entièrement rachetées et annulées pour être ensuite redistribuées à ses employés. Didi ne possède plus aucun titre ni revenu futur via cette plateforme qu'il a pourtant créée en 2013. Plus dur encore est que cette structure était déjà rentable, en plus de jouer un rôle stratégique dans son réseau de communication pour ses différents business. Quant à Sean John, en automne 2023, Macy's commence à retirer progressivement les produits de la marque de ses rayons, désertant un partenariat historique de plus de 20 ans. Et plus triste encore, depuis le rachat de la marque par Didi, elle commençait peu à peu à se refaire une place dans ce milieu très concurrentiel du streetwear. Et depuis ce tumulte, sa situation est tout simplement au point mort. Pour ce qui est de Love Records, la situation en est pareille depuis 2024. Un label sans chiffre d'affaires ni visibilité. C'est un autre actif dormant sans flux réel. Quant à Empower Global et Denis List, la situation en est pareille. 18 entreprises partenaires ont rompu tout lien en décembre 2023. Mais tout n'est pas totalement noir pour Didi. Une partie de son héritage commercial suivit encore quand même. De manière concrète, que restait-il réellement au boss de Bad Boy? Bad Boy Records, même si ce label ne sort plus autant de pépites qu'avant, ajouté au fait qu'il ait décidé de rendre les masters de certains de ses artistes qui fut signé, il n'en demeure pas moins qu'il reste opérationnel et continue de gérer son vaste catalogue, qui est l'héritage de son passé glorieux, et a une valorisation estimée à 100 millions de dollars. S'ajoute à cela son patrimoine immobilier, constitué de 2 maisons à Miami et un complexe de villas à Los Angeles pour plus de 100 millions de dollars. Il possède aussi une belle collection d'œuvres d'art, composée notamment d'œuvres de créateurs de renom tels que Basquiat et Kerry James Marshall. Parlons aussi de ses voitures de luxe dont il en possède plus d'une vingtaine. D'après un article de Forbes, il aurait perçu 200 millions de dollars pour abandonner le procès contre Diageo. Une somme qui peut paraître ridicule à côté des 66 millions de dollars en moyenne que ce contrat lui rapportait par an. Et à côté de ça, il détiendrait encore potentiellement des actions dans X. Vous savez pourquoi je le dis au conditionnel? Parce qu'il n'y a jamais eu de confirmation officielle de ce fait. En écrivant cette vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle
avec une autre grande figure de la musique, elle aussi rattrapée par la justice pour des faits similaires. D'abord parce que j'ai toujours été un grand admirateur de son talent, ce qui me rend encore un peu plus triste de le voir déchu ainsi. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il ne mérite pas sa condamnation si les faits qui lui sont reprochés sont vrais, car après tout, seul le divin et les concernés connaissent réellement la vérité. Nous autres, nous prenons juste acte des informations qui sont relayées et tirons nos conclusions. Certains croient dur comme fer et d'autres pas du tout. Certains resteront dubitatifs, mais une chose est claire, nous ne maîtrisons pas tous les tenants et les aboutissants de ces histoires. Ensuite, parce que la situation de Didi illustre à la perfection le contre-exemple de ce que son homologue n'a pas su ou plutôt n'a pas pu mettre en place. R. Kelly, puisqu'il s'agit de lui, condamné à 30 ans de prison pour des crimes sexuels, son empire s'est effondré comme un château de cartes. Mais ce qui frappe, c'est pas seulement la gravité des accusations, c'est la brutalité de sa déchéance. Quand la justice a frappé, il n'avait déjà plus rien pour se défendre. Ses royalties siphonnées, ses biens liquidés, ses avocats réduits à des simples commis d'office. En quelques mois, l'homme qui remplissait des stades au sommet de son art s'est retrouvé seul, désarmé, livré à un système judiciaire qui avançait sans le moindre obstacle. Didi, quant à lui, a pu résister grâce à ses millions de dollars. Peu importe la nature des accusations, la vraie différence, c'est la capacité ou non de transformer sa fortune en bouclier. Mais un bouclier, fissuré par la souillure des actes, finit toujours par céder. Et à ce moment-là, tout s'effondre, peu importe le montant accumulé sur les comptes en banque. Pendant des décennies, Didi a représenté bien plus qu'un simple producteur. Il était une marque à lui seul, un empire ambulant, un symbole d'ascension pour toute une génération persuadée qu'avec du talent et de l'audace, tout était possible. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est le spectacle douloureux d'une lente érosion. Pas une explosion soudaine, mais un glissement insidieux. Chaque procès qui s'est ouvert, chaque contrat qui s'est annulé, chaque silence de ses proches a ajouté une nouvelle fissure à son image. Son argent, qui fut le moteur de son ascension, est devenu le carburant d'une fuite en avant, où chaque million dépensé n'a fait que retarder un verdict qui semblait déjà se dessiner. Ce verdict est finalement tombé le 3 juillet 2025 et Didi a écopé de 4 ans de prison ferme. A-t-il été lourd ou clément? En tout cas, les juges en ont décidé. Mais déjà, financièrement, l'addition a été salée. L'homme qui, avant le début de son procès, pesait près d'1 milliard de dollars, aujourd'hui sa fortune n'est estimée qu'à environ 400 millions de dollars. Socialement, le procès lui a aussi laissé des séquelles. Plus d'apparitions publiques, elles ont été remplacées pendant des mois par des séances de tribunaux. Les bruits des couloirs des prisons ont remplacé les galas chaleureux. Les deals qui rapportaient des millions de dollars ont laissé place aux signatures qui en coûtent. À part sa famille, ses alliés se sont volatilisés, ses protégés se sont tus. Au final, la véritable leçon de cette histoire, c'est que l'argent protège de tout, sauf du temps de la vérité. Quand on dézoome, ce récit dépasse bien le cas de Didi. C'est celui d'un système qui traverse toutes les industries et toutes les élites, où la justice joue les rôles de rempart jusqu'au moment où elle ne sert plus à rien devant la vérité, si elle en est. Si ce sujet vous intrigue, je vous invite à découvrir ma vidéo sur Vichy Malia, le King of Good Time, un autre milliardaire qui pensait que sa fortune suffirait à effacer ses erreurs, avant de devenir un fugitif traqué par son propre pays. Un autre décor, une autre histoire, mais une même vérité. Quand la chute commence, l'argent n'achète plus rien, pas même le mensonge. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez.